Nous sommes sur le M, le podcast de la multimédia.info. Grégoire Führer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au terme de cette 33e édition du Montreux Comédie Festival, une édition qui était plus longue que d'habitude, qui était peut-être aussi plus animée. Quel est votre bilan ? Le bilan est très positif. C'est la bonne durée, donc on va garder cette durée-là. Et puis, oui, c'était animé dans le sens où on a pu explorer tous les genres de l'humour aujourd'hui, de l'humour un peu plus théâtralisé avec une Élodie Pou, à l'humour musical type le gala d'ouverture, mais et évidemment en passant par tout le stand-up qui est vraiment très présent cette semaine. Et voilà, donc on est ravis, c'était un très beau festival. Et justement, on a vu des choses un peu différentes. Je ne sais même pas si d'ailleurs c'est une première de voir par exemple le gala Bohemian Rhapsody, c'est pas Bohemian Rhapsody, Comedian Rhapsody, ouais. Mais celui de Oldelaf, le gala d'Élodie Pou effectivement pour clôturer ce festival. Bon, Élodie Pou, c'est peut-être pas, je dis pas que c'est une première, mais par exemple un gala comme celui d'Oldelaf qui tourne plus vers la comédie musicale, c'est quand même quelque chose de nouveau à Montreux. Oui, alors je pense qu'on a poussé le bouchon très très loin cette année en donnant finalement un accompagnement, mais c'est pas vraiment des cartes blanches parce qu'on contrôle vraiment toute la chaîne de production, oui. Mais c'est vraiment qu'on s'appuie sur des têtes d'affiche ou des porteurs de gala qui eux amènent un peu leur univers. Et je pense que cette année on est allé très très loin. C'est-à-dire que voilà, entre l'équipe technique qui est super rodée à Montreux, nos scénographes, nos décorateurs, finalement ce rythme qu'on a instauré, aussi cette confiance qu'on a donnée aux artistes, parce que les artistes savent maintenant qu'à Montreux il y a les moyens pour faire des choses. Ils sont un peu lâchés cette année, c'est vrai, on est allé assez loin. Mais je pense que c'était nécessaire de le faire. On a appris beaucoup. Je pense qu'effectivement, le Comedian Rhapsody, on a un peu poussé la limite de l'exercice. Ouais. Je ne sais pas qu'on peut aller au-delà de ça. Et que certainement, c'est un show qu'on refera, puisqu'on on a acheté les droits. Donc maintenant, ce show nous appartient, mais avec Oldelaf, bien évidemment. Ouais. Mais l'idée, c'est de le remonter à un moment donné dans une espèce d'anniversaire ou un moment particulier. Et alors évidemment, ou peut-être à Paris, on a eu beaucoup d'offres là pour remonter ça à Paris, parce que c'est vraiment un spectacle qui est tellement lourd qu'il mériterait d'être joué plusieurs fois, plus que 2 fois, voire même une dizaine de fois. Et évidemment, on a beaucoup appris et on va pouvoir corriger les choses qui devront l'être. Mais voilà, après, c'est aussi l'intention artistique de Montreux. Il ne faut jamais oublier que Montreux, c'est d'abord une intention artistique qui est d'amener le meilleur de l'humour francophone aujourd'hui. Et pas d'amener juste quelques artistes du moment. C'est vraiment le meilleur. On va sourcer les gens à travers la francophonie. Voilà. Donc à un moment donné, il y a des familles artistiques dans l'humour, des gens qui ont des affinités avec plus ou moins certains artistes. Donc l'idée, un grand festival comme Montreux se doit d'être vraiment de présenter l'humour sous toutes ses formes. Oui. C'est vraiment ça l'enjeu du festival. Alors francophonie, on va en parler plus tard parce qu'il y a des rapprochements qui se sont faits entre différentes entités, différents festivals. Ça, on va y revenir. Mais d'abord sur Montreux, on a vu le premier numéro, le premier gala du tout premier jour d'Oldelaf, et puis le deuxième avec des changements, avec des réadaptations. D'une certaine manière, il y a aussi une forme de prise de risque que vous faites chaque année, et il faut que cette prise de risque y soit, parce que c'est aussi ce qui fait vivre le festival. Alors, il y a 2 écoles. Hein. Il y a ceux qui pensent que des fois les prises de risque sont presque un peu fortes, et d'autres. Alors, je pense qu'il y a quand même peu qui disent qu'elles ne seront pas assez fortes, mais il y a ceux qui disent que c'est bien de le faire. Et moi, je fais partie de ceux-là. Et je pense qu'un festival, ça reste une prise de risque. Un festival qui présente des spectacles complets avec des artistes qui jouent, qui font partout le même spectacle durant l'année, pour moi, c'est pas un festival. Oui, un festival, c'est cette fusion nucléaire artistique, cette rencontre avec le public aussi, qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent. Oui. Alors après, ces choses, souvent, elles naissent à Montreux, et puis après, elles perdurent. Il y a des rencontres qui se font, des rencontres artistiques, des projets artistiques qui se font. Et c'est vrai que je pense, en tout cas, que le public de Montreux, le public fidèle de Montreux, il aime ça, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on est complet. Ça fait des années qu'on fait des prises de risques, et le public aime ça, il a compris ça. Après, on doit faire attention aujourd'hui, parce alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on est un peu victime de notre succès par rapport à YouTube et aux réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui nous découvrent sur les réseaux sociaux et qui viennent à Montreux voir ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc certains parfois découvrent des spectacles qui durent 2 heures avec une mise en scène originale, avec des costumes, ils découvrent un peu ça, et en fait ils sont surpris, voilà, désarçonnés un peu parfois. Ouais. Mais le vrai public de Montreux du festival, c'est un public qui aime ça. Après,
évidemment que chaque spectacle est découpé sur les réseaux sociaux et là, l'année prochaine, on va retrouver tous les sketchs individuellement sur tous nos médias. Certains feront 10 minutes, d'autres feront 3. Il y a certains même qui feront des 45 secondes, 50 secondes sur TikTok et Instagram. Donc évidemment, quand on sort un extrait de 45 secondes d'une soirée qui fait 2 heures, forcément on prend juste la substance typique moelle. Mais moi je crois que ce qui est très important, c'est de garder quand même cet esprit de festival qui est de création. Oui. Et à ce point création, c'est que ce que vous disiez sur scène avant que Ligala commence, c'est que 80%, dites-moi si c'est juste, 80% des billets sont achetés à l'aveugle. Oui, ça c'est pour nous extraordinaire. D'abord, c'est une énorme preuve de confiance de notre public. Comme je dis à mes équipes, ça ne doit pas être un oreiller de paresse, c'est une grande responsabilité. Parce que voilà, des gens nous font confiance, donc on doit être digne de cette confiance. Mais c'est vrai aussi que c'est ce qui nous permet de créer des choses comme ça. Parce que aujourd'hui, quelque part, on s'affranchit d'une certaine manière de contraintes artistiques. Il y en a déjà beaucoup, les contraintes artistiques. Il faut trouver les bonnes idées, il faut que les artistes soient dispo, il faut qu'ils répètent, il faut qu'on se mette d'accord financièrement. Enfin, il y a plein de contraintes. Mais si en plus, on doit se dire qu'il faut trouver des artistes qui vont remplir la salle, donc avec encore d'autres contraintes, à un moment donné, ça fait trop de contraintes et c'est compliqué. Donc là, c'est vraiment ce que je dis d'ailleurs sur scène. Je remercie le public parce que le public est un public bienveillant, un public curieux, un public qui gonfle nos voiles en fait, tout simplement, qui gonfle nos voiles et qui nous permet d'offrir une vraie proposition artistique. Alors aussi un public international, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Montreux découvrir le festival. J'ai croisé à la gare pas plus tard qu'hier des gens qui venaient de Paris ou d'ailleurs en France et qui venaient découvrir le festival de Montreux. Donc je ne suis pas tombé de ma chaise en découvrant que ça existe, mais c'est un paramètre qui quand même existe et qu'on ne voit pas forcément à une vue, c'est ça que je veux dire. Non, et ça m'a aussi surpris cette année. Enfin, on l'a vraiment vu, ça a été vraiment un boom. Je pense que la pandémie, d'une certaine manière, a changé les habitudes des gens. Je pense tout simplement, alors, ils veulent découvrir plus de choses. Voilà, ils veulent découvrir plus de choses. Quelque part, ils vont peut-être moins au théâtre. Donc, c'est une analyse que je fais parce que j'étais quand même aussi surpris moi-même qu'on ait vendu. Je pense cette année à peu près 50% de notre billetterie en dehors de la Suisse, avec des gens qui viennent très loin quand même, comme Paris. Alors Paris ou qui prennent l'avion pour venir à Montreux. Voilà, je sais qu'il y en a aussi qui font ça. Ça m'a surpris et en même temps ça met aussi le curseur sur un autre niveau maintenant. Par exemple, on le voit, on a toujours défendu la place des artistes suisses au festival et on disait toujours il faut des artistes suisses pour le public suisse. C'était une des premières demandes et tout, mais finalement aujourd'hui on voit que dans la salle, le public il est plus complètement suisse en fait, et donc ça change aussi la donne. On continuera à accueillir des artistes suisses évidemment parce qu'on aime les artistes suisses, mais c'est vrai qu'on a un nouveau public qui s'installe et ça c'est vraiment une nouvelle donne. Ce qui est fabuleux pour la destination et pour le festival parce que ça amène vraiment du monde de l'étranger. Alors, il y a un terreau derrière tout ça, c'est les annonces que vous avez fait le 1er décembre il y a quelques jours, notamment sur la création de 2 fêtières, une suisse, une internationale. D'abord sur la Suisse, ça s'appelle Humour Suisse et c'est le but de doper l'humour en Suisse et surtout de l'élever à un rang culturel plus élevé aussi avec la collaboration de certaines autorités, c'est ça? Tout à fait. Alors, moi, j'ai la chance d'être un observateur privilégié de l'évolution de l'humour ces 33 dernières années. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup dans le monde de la comédie qui ont cette profondeur finalement, qui ont ce recul sur simplement les choses. Moi, je suis vraiment parti d'un moment où l'humour était considéré comme un art mineur. Même beaucoup de gens au départ ne comprenaient pas l'intérêt de faire un festival dédié à l'humour. Je reviens de là quand même. Et petit à petit, l'humour s'impose dans la société, de plus en plus d'humoristes et beaucoup de gens qui n'aimaient pas l'humour et qui étaient même contre l'humour. Je pense à certains milieux institutionnels, des théâtres, des saisons culturelles, ils viennent à l'humour parce que ça marche. Donc il y a aujourd'hui, et je m'en réjouis, une profusion d'acteurs humoristiques, que ce soit des comédiens, des festivals, des comédie clubs, il y a une offre incroyable. Et c'est formidable. Moi, je suis vraiment ravi de ça. Et je dis simplement qu'aujourd'hui, on doit simplement structurer notre filière et avoir des représentants. Mais en fait, on réinvente pas la roue. La musique, ça existe depuis très longtemps. Il y a
si on prend la Suisse, il y a la Fondation pour la musique suisse, il y a des majors qui jouent aussi ce rôle-là avec des grosses institutions. Ouais. Ça existe dans la danse, ça existe dans le théâtre, ça existe dans le cinéma, ça existe dans tout ça. Donc l'humour aujourd'hui doit prendre son destin en main. Et j'ai lancé, je suis un peu connu pour être... Quand j'ai une idée, j'aime la réaliser, donc j'ai pris autour de moi des gens. En Suisse, ça me paraissait une évidence de réunir tous les acteurs de la scène et surtout dans les 3 régions linguistiques. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire une fêtière de l'humour suisse sans les Suisses allemands, par exemple. Ça n'aurait pas de sens, ni les Tessinois, même s'ils sont beaucoup moins nombreux pour le coup. Donc voilà, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai amené les 4 acteurs majeurs de la scène alémanique plus le Montreux Comédie, donc on crée ça à 5, et puis après j'espère qu'à la fin de l'année prochaine on sera 50 membres de toute la Suisse pour défendre la filière. Puis c'est la même démarche au niveau international, simplement c'est juste beaucoup plus grand. Donc là on s'est associé avec le festival de Busan en Corée du Sud. Ouais. Et puis on est 8 festivals fondateurs sur 4 continents, Asie, Afrique, Europe et Canada. Et puis on va là aussi viser de nouveau, alors on ne sait pas combien on sera au final, mais on aimerait une bonne trentaine, voire plus de grands festivals iconiques qui rentreront dans cette association. L'idée, c'est que tous les festivals d'humour dans le monde puissent s'associer dans une même direction. C'est-à-dire le président du Busan International Comedy Festival parlait d'agir concrètement pour développer l'industrie de l'humour, revitaliser le marché de la comédie, mettre en commun des ressources et des méthodes. Donc, c'est-à-dire, l'humour, c'est universel, mais les ressources et les méthodes divergent selon le pays, selon les festivals. Oui, en fait, c'est clair que moi, j'ai pas choisi la facilité en m'associant avec des Coréens, parce que déjà, on parle pas la même langue, on n'a même pas une langue commune, ensemble, puisqu'ils parlent même pas anglais avec nous, on parle coréen, donc voilà, donc c'est quand même très différent. Mais par contre, ce qui est génial, c'est ce que je dis toujours, si on reste à l'essentiel, quand moi je vais au festival de Busan, il y a une salle avec des Coréens qui rigolent, et quand eux viennent chez moi, ils voient des Suisses et des Français qui rigolent. Donc déjà à la base, on fait le même métier, on fait rire des gens. Maintenant, comment on arrive à profiter de nos expériences réciproques, je pense que c'est essentiel d'échanger, d'être une communauté, d'être une communauté. Ça c'est important, on est une communauté de gens qui aiment l'humour, demain on a une communauté de gens qui rient, qui aiment rire. Puis après, quelles sont les actions qu'on ne peut porter qu'au niveau global. Par exemple, je donne un exemple concret. La ville de Montreux a postulé pour devenir ville culturelle auprès de l'UNESCO. Parmi les critères qui sont exigibles pour devenir ville culturelle, il y a évidemment la musique, ce qui est tout à fait naturel pour Montreux, mais il n'y a pas l'humour. Donc voilà, ça veut dire qu'on considère que l'humour n'est pas culturel. Donc là, il y a vraiment un travail de fond qu'il faut faire pour faire reconnaître l'humour au niveau global, au niveau national, international. Et puis après, un autre exemple. Aujourd'hui, on doit appréhender les nouvelles technologies et le nouveau monde qui vient. Alors nous, on a été des précurseurs sur le digital. Montreux Comédie, voilà, on a été très 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 en avance sur les autres. Mais vous êtes aussi en avance sur le métaverse. On est actuellement on commence à réfléchir au métaverse. On n'est pas très éloigné. On commence à y réfléchir. On a déjà fait des tests avec des choses qui fonctionnent. À Busan, d'ailleurs, on a fait des choses à Busan en Corée du Sud l'année dernière. Et là, pareil, c'est impossible d'appréhender l'humour dans le métaverse à l'échelle unitaire. C'est pas possible. Il faut qu'on l'imagine à l'échelle globale. Et là, pour le coup, les Coréens ont une avance technologique folle. Oui. Donc là, tout d'un coup, on arrive à pouvoir utiliser leur expertise et créer des choses ensemble. Et voilà. Après, on voit toute la profondeur stratégique que vont amener ces deux outils. Et après, c'est comme tout, vous savez, les institutions ne sont pas grand-chose sans les hommes et les femmes qui les portent. Donc l'énergie qu'on va mettre dans ces deux associations fera que ça marchera ou pas. Donc si on met de l'énergie, ça marchera, et si on n'en met pas, ça ne marchera pas. Alors les essais qui concernent le métaverse de l'humour, l'avance des Coréens dans le domaine, ça on avait déjà discuté l'année dernière. J'en profite cette année pour questionner quels sont les avancements dans ce domaine, par exemple que vous avez personnellement eu avec le président de Busan, président du festival d'humour de Busan. Entre l'année dernière et cette année, dans le domaine du métaverse, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Il y a des évolutions particulières? Nous, on a, moi je dis très bien, on est dans une phase de test. Hein. C'est vraiment test and learn, test and crash. Voilà. Donc là, on
on a vu qu'il y a certaines choses qui nous semblaient intéressantes, qui étaient finalement un mix, de nouveau, hein, je pense qu'il n'y a jamais de révolution totale, c'est vraiment un mix entre le fait d'offrir à des artistes la possibilité de jouer sur une scène virtuelle à distance. Ça, c'est pour moi une chose évidente, c'est que on remplacera jamais la qualité de la scène, en tout cas pas avant 300 ans, ou je sais pas, peut-être je pense que je serai plus là quand ça marchera, mais je veux dire, par contre, l'idée qu'un artiste qui est basé à Montréal et l'autre est basé à je sais pas moi, à Paris, et puis ensemble, ils rentrent à un moment donné dans une plateforme virtuelle et ils jouent ensemble, ça, je pense que c'est un vrai plus. C'est fun, c'est rigolo, les artistes aiment faire ça. Le public aime suivre ça. Maintenant, les technologies aujourd'hui sont encore relativement lourdes, il faut des casques sur la tête, enfin, c'est pas toujours user-friendly, comme on dit, l'équipement coûte très cher, enfin bon voilà. Donc, en fait, ce qu'on a vu, nous, c'est qu'il fallait rajouter une dimension physique à ça, et que c'est là où, du coup, la pertinence de notre métier d'organisateur d'événements revient, je veux dire, que c'est important d'être un organisateur d'événements, parce que on a testé ça plusieurs fois, c'est que quand tout d'un coup on organise, on montre sur écran géant cette expérience et qu'on a un public dans la salle qui regarde l'écran, même si les artistes ne sont pas présents, et vit une expérience, c'est vraiment intéressant de voir deux artistes jouer à un moment on est un peu comme dans les codes de League of Legends finalement, où c'est le e-sport, vous avez des gens qui regardent les autres jouer. Voilà, donc là on est parfaitement là-dedans. Puis on a rajouté une troisième dimension qui est de streamer cette expérience-là pour des utilisateurs à l'autre bout du monde. Et on l'a vu par exemple à Busan, on avait, je ne sais plus les chiffres exacts, mais on avait 7-8 personnes qui étaient connectées sur la plateforme, donc ça je vais appeler ça les ultra geeks, les early adapters, etc. Il y avait une 50aine de personnes dans la salle qui venaient voir la chose, et on avait 40 000 personnes en live stream sur Twitch. 40 000. Donc là, il y a un truc qui se passe. Donc ça, on va continuer à le développer, on va le structurer un peu. Et ça, c'est ce qu'on a appris l'année dernière en faisant nos expériences. Et puis, il y a le président du Busan Festival, alors je sais pas, Busan International Comedy Festival, qui était présent. Alors, je sais plus, c'était hier, avant-hier, je sais pas si c'est encore à Montreux aujourd'hui. Non, il est reparti ce matin. Il est reparti, mais c'est la première fois qu'il venait à Montreux. Non, ça fait 7-8 fois qu'il vient à Montreux. Ah, c'est ça. Bon. Ouais, non, je l'ai beaucoup inspiré. Il le dit d'ailleurs. Il m'a rendu hommage. C'est la première fois que je le voyais. Beaucoup de gentillesse. Non, mais il m'a rendu hommage avec beaucoup de gentillesse quand il a dit voilà, j'ai bu un café il y a 8 ans avec Grégoire à Busan. Il m'a parlé d'un projet et j'ai pas compris. Et aujourd'hui, on est associés dans une association. Donc c'était sympa. Non, mais ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, quand je l'ai fait monter sur scène, évidemment, il parle pas français, il a pas parlé en anglais. On a fait un petit jeu tous les deux où il a fait des phrases. Il a écrit un discours en coréen. Il a fait 7 phrases et on les a traduits et moi je les ai traduites. Et en fait, les gens ont ri. Je veux dire, dans la salle, les gens ont ri. C'était un vrai moment de rire dans la salle, de gens qui étaient empathiques avec lui. Et ça, je trouve que c'est magique en fait. C'est juste magique. Non, mais moi, il y a une chose qui m'a vraiment fait plaisir cette année, que j'ai trouvé formidable. Ça a été la soirée Mon Premier Montreux. C'est-à-dire que j'ai trouvé assez incroyable d'aller chercher des jeunes talents à travers le monde, dont notamment quand même, parce que ça c'est quand même un truc important, parce que aller chercher à Paris c'est facile, mais on a quand même organisé 9 auditions en Afrique francophone dans 9 pays différents. Et puis on a fait une finale, on en a fait même 2 l'année dernière d'ailleurs, puisqu'on a fait 2 saisons en une année. Une finale à Abidjan en mars et une finale à Kinshasa en septembre. Sont sortis de là 3 artistes qui ont tous performé sur scène en l'auditorium Stravinsky quelques mois après. Et ça, je trouve que ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'on a la capacité d'aller chercher les talents, il y en a de plus en plus, ils sont partout sur la planète francophone, qu'on arrive à les amener à Montreux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les a fait passer une semaine à Paris pour tester leur van dans des comédie clubs avec une équipe qui les a suivis et qui les a vraiment formés. Et toutes mes équipes m'ont dit, si tu avais vu le premier comédie club et le 4e, c'était plus le même sketch, on avait retravaillé, etc. Donc ça, il y avait vraiment un travail. Et ils ont performé à Montreux. Et le public a adoré ce moment. Moi, j'ai eu que des retours de gens qui m'ont dit, mais ce moment était formidable. Et donc là, on a un potentiel qui est juste gigantissime. Là, on peut imaginer, maintenant, moi qui suis en plus, qui est toujours un milliard d'idées dans la tête, j'avais dit il y a quelques années qu'un de mes rêves était de créer la Starac de l'humour. Là, on voit qu'on a tous les ingrédients. On va chercher les gens à travers la francophonie, on les fait passer par Paris. Alors là, en l'occurrence, c'était 4 jours, mais demain, on peut imaginer un mois. On fait des vrais masterclass, on filme tout ça, ils viennent à Montreux.
À Montreux, on fait le show. Et là où on va le lancer l'année prochaine. On va lancer la plateforme, notre plateforme de streaming l'année prochaine. Parce que ce qui va se passer l'année prochaine, c'est que le show de Montreux et tous les shows de Montreux seront revendus, à travers une plateforme de streaming. Ils seront revendus, ils seront poussés sur une plateforme de streaming gratuitement. J'ai revendu était un mauvais terme parce qu'on ne va pas vendre, on va le faire gratuitement. Mais par contre, ce qui va être génial, c'est qu'au Bénin, à Montréal, à Paris, etc., les gens pourront suivre les jeunes qu'ils auront vus peut-être 6 mois, 8 mois avant en audition dans le concept Mon Premier Montreux. Et donc là, on va créer une communauté. C'est évident. C'est-à-dire qu'on a déjà la communauté. On a déjà 5 millions de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Mais là, cette communauté, elle va exploser. Parce que quand vous allez suivre la vie d'un petit gars qui a été une nana, qui a été découvert au Burkina Faso, au fin fond du Québec, en Abitibi, je ne sais pas comment il dit ça là-bas au Québec, ou même à Nouvelle-Orléans, parce qu'il parle aussi français en Nouvelle-Orléans. J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait 200 000 francophones en Nouvelle-Orléans. Donc il y a forcément des jeunes mecs qui veulent faire de l'humour. Quand ces gens-là vont arriver à Montreux et que derrière leur communauté qui vont être tellement fans de savoir qu'ils partent à Montreux vont les suivre, je veux dire, ça va être des millions et des millions de gens qui vont nous voir. Et après, ce spectacle-là, il aura été vu par des millions de gens sur les réseaux sociaux. Donc quand on va annoncer que ce spectacle-là, qu'on aura vu à Montreux, part en tournée à travers le monde, évidemment, les gens ils vont acheter des billets, c'est sûr. Donc voilà. Donc tout ça, c'est une espèce de machine qu'on est en train de mettre en place, mais qui se fait de manière organique et c'est super marrant de faire ça. Donc voilà. Et toute dernière question, il y a un levier institutionnel à ce niveau-là. Vous étiez à Djerba au dernier jour du sommet de la francophonie. Donc là déjà, c'est placer l'humour à un niveau. Alors moi, je défends. Moi, j'aime la francophonie. Je suis un amoureux de la francophonie. Ça se voit. J'aime cette culture et je trouve que malheureusement, les institutions sont en train de perdre la francophonie. Et je trouve ça triste parce que la francophonie, on va se le dire, on va deux mots, je ne me ferai pas que des amis qui vont m'écouter, mais c'est devenu un peu chiant quand même. Parce que c'est devenu très structuré, alors que je pense qu'il y a là une chance énorme pour que la francophonie reparle aux populations du monde de la francophonie avec un vrai argument. Et l'humour est celui-ci. L'humour est cet art du moment, et cet art du 21e siècle. Et la francophonie devrait prendre ce cheval humour vraiment et monter dessus avec force, voilà, pour rendre la francophonie sexy, quoi. Sexy et fun. Ça parle aux jeunes, ça parle c'est digital, c'est un vrai argument de faire circuler du contenu. En parlant français, on peut parler au monde entier. Donc il y a un vrai argument. Donc oui, moi j'encourage les institutions francophones à s'emparer de l'humour. Donc on vient un peu de loin parfois parce que c'est souvent des institutions qui sont un peu lourdes, un peu anciennes, avec aussi une vision culturelle un peu vieillotte. Donc voilà, moi je fais le travail d'évangélisation mais j'étais ravi parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus et qui à Montreux qui représentent ces institutions et qui partagent mon analyse et qui partagent ma vision. Donc voilà, on est ravis, ça va avancer. Donc Djerba, c'était une première étape. Il y en aura d'autres. C'est parfait. Merci. Grégoire Fureur, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt, à l'année prochaine à Lausanne. À bientôt à Lausanne, merci.